matin n'était pas de traiter exactement le thème affiché au programme, puisque ce thème est le titre de mon article, et que l'article se trouve là-dedans. Donc, je sais pas. Je considère que vous pouvez soit l'avoir lu, soit le lire. Et que je vais plutôt tâcher de replacer le propos de mon article dans un cadre un peu plus général. Alors, le propos de mon article, hein, c'était de montrer en quoi on trouve dans l'essence double des items de pensée suffisamment consistants, non seulement pour remettre en question la lecture du cours de linguistique générale, ça c'est un point supposé acquis à partir de la lecture des textes originaux, mais pour réinformer, réinterpréter la lecture des textes originaux eux-mêmes. Autrement dit, la question que j'ai voulu traiter dans l'article, c'est en prenant un point de détail qui est le problème des unités, problème posé par Saussure comme le problème majeur quasiment. L'essence double réinforme ce qu'on pouvait penser avant l'essence double. Et pas seulement la question des unités d'ailleurs, mais aussi la question qui m'apparaît aujourd'hui comme la plus importante. Qui est apparu comme vraiment le point de débat le plus heuristique, qui est la dualité. Alors ce serait ma réponse à la question sur l'essence double de Sabine Pétillon tout à l'heure, qui est la dualité entre linguistique de la langue et linguistique de la parole. Oui. Question dramatisée par le fait que le cours se termine sur la linguistique aura pour unique et véritable objet la langue en elle-même et pour elle-même, et que les textes originaux déjà nous avaient laissé pressentir que ce n'était pas tout à fait la position de Saussure, voire que la position de Saussure est tout à fait opposée, mais l'essence double en rajoute une couche, et une couche très significative, sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, oui. Dans mon article, ce que j'ai essayé de montrer, ce que j'ai montré, je crois, plutôt ce que je me suis montré à moi-même, en tout cas j'ai besoin de le voir, c'est que il y a une typologie des unités pensables à partir de ce que Saussure écrit. Autrement dit, l'axiome, si on prend l'axiome de base, la langue est un système de signes, en fait on va arriver à développer cet axiome jusqu'à le langage est un système de signes, la parole aussi peut être conçue comme système de signes, mais si on en reste au plan, ça n'empêche pas que la langue soit un système de signes, mais on peut durcir cet axiome en partant exactement à l'opposé de ce que, par exemple, Ducrot et Schaeffer écrivent dans le dictionnaire, dans le dernier état du dictionnaire, que la linguistique, depuis la grammaire générative, se désintéresse de la question du signe. On peut au contraire penser avec Saussure que la langue n'est que système de signes. Il n'y a dans la langue que du sémiotique. Alors pour pouvoir dire qu'il n'y a que du sémiotique et rien d'autre, et dans le langage aussi. Alors, mais ça ce serait le deuxième volet du développement. Et si on en reste au premier volet sur la langue, parce que bien sûr, une vision de la langue en elle-même et pour elle-même est absolument indispensable. C'est aussi un fruit, Saussure le dit d'ailleurs clairement dans ses cours, hein, c'est en prenant la langue comme plateforme qu'on va pouvoir aller aux autres éléments du langage. Il y a des expressions dans ce genre-là. Donc, refuser
la langue en elle-même et pour elle-même comme objet de la linguistique, c'était pas refuser la langue en elle-même et pour elle-même comme objet d'un moment de la réflexion qui est réellement le fruit d'une intuition de Saussure. Et de ce point de vue-là, la phrase apocryphe du cours et le cours tout entier comme apocryphe demeurent un livre d'une importance extrême parce qu'ils ont permis de développer des points de vue réellement saussuriens. Donc voilà, on peut à la fois dire le projet saussurien n'est pas la langue en elle-même, mais l'avoir pris à un moment pour tel a eu son intérêt et son heuristique. Et d'ailleurs, au passage, le principe probablement absolument essentiel, ou essentiellement original, que Saussure apporte dans l'histoire des idées sur le langage au très long terme, qui est le principe de différentialité. Ce principe selon lequel on ne va pas parler d'objets en eux-mêmes, mais uniquement dans une logique relationnelle, ce principe-là, même s'il est merveilleusement mieux, plus finement, de façon beaucoup plus excitante, comme l'a évoqué François tout à l'heure, sur l'excitation, pas sur le principe de différentialité, si on le trouve beaucoup plus tangiblement argumenté dans les écrits, il est complètement présent dans le cours. Il était tellement présent qu'il a suffi à fonder un mouvement de pensée en sciences humaines se basant sur ce principe-là. Donc on peut à la fois tenir que le cours n'est plus le texte à lire aujourd'hui, mais qu'il a eu son importance. Et il pourrait même avoir comme point d'entrée dans le corpus. Moi, ça ne me plaît pas trop l'idée que le cours puisse être le point d'entrée dans le corpus, mais pourquoi pas. Il peut mener à Saussure à condition d'en sortir. Bon, alors, oui, la théorie du signe. Alors, la théorie de la langue comme uniquement sémiotique, ce qu'on pourrait appeler une pansémiotique de la langue, pour ne rester qu'à la langue. On la trouve à la page 48 des écrits, où Saussure se pose dans un raisonnement sur la perspective instantanée, enfin sur la synchronie en général, hein. Il se pose à un moment à propos des génitifs pluriels de slap en tchèque de la question de toute espèce de signe existant dans le langage, écrit-il, a une valeur par conséquent non positive mais essentiellement éternellement négative, qui reprend ce principe de différentialité. Et l'intérêt de ce passage, c'est qu'après avoir écrit toute espèce de signe existant dans le langage, il ouvre une parenthèse qu'il fermera un peu plus loin et à l'intérieur de laquelle il va donner une typologie. Alors, premièrement, signe vocal de tout ordre. Donc ça, c'est une branche de l'arborescence. L'autre branche sera signe non vocal. Et dans la branche signe vocal, il donne des exemples. Enfin, c'est une exemplification assez complète et théorisante. Donc, dans le signe vocal, on a signe complet, tel qu'un mot ou un pronom, signe complémentaire, comme un suffixe ou une racine. Vous voyez, là, on est dans de la morphémique. Hein. Mais, ce qui est tout à fait impressionnant, c'est de voir qu'à l'intérieur de ce signe vocal de tout ordre, on trouve aussi signe dénué de toute signification complète ni complémentaire, comme un son déterminé de langue. Donc là, vous voyez, c'est la définition de ce qu'on appellerait le phonème, ce qu'on commençait à appeler le phonème à l'époque. Et donc, Saussure considère que le phonème est un signe.
Et c'est assez évident d'ailleurs, le phonème a un sens. Il a le sens d'être lui-même en tant que phonème. Si on le place dans un point de vue systémique. Hein. Est-ce qu'on peut vous arrêter Oui, bien. Parce que justement, on en discutait tout à l'heure avec M. Rastier. Dans les niveaux d'analyse linguistique de Benveniste, il dit lui, que le phonème n'a pas de sens et que donc ce n'est pas une unité linguistique. C'est ça. Juste pour une petite remarque comme ça. Quoi. Voilà, oui, Benveniste dit le contraire. Quoi. Bien sûr, Benveniste n'est pas du tout sur rien. Ouais. Alors, peut-être pour discuter comparativement de la position d'autres linguistes, oui, excusez-moi, oui. Oui, ça nous amènerait trop loin, oui, ça me fait même venir de l'affect. Je m'excuse. Donc, et alors, de l'autre côté du signe non vocal, on va avoir, ou signe non vocal, donc je reprends la définition, comme, ouvrez les guillemets, le fait de placer tel signe devant tel autre. Alors, il faut dire que précédemment, il avait parlé du fait sémiologique de l'opposition lupum, lupus, donc là on était sur du morphème, et de l'opposition tu es et tu, qui est un exemple donné a priori de ce qui est théorisé par la suite. Donc, le fait de placer tel signe devant tel autre, non vocal, hein, ça veut dire que sa matérialité n'est pas liée directement à du phonologique, mais c'est une matérialité. Et donc, là, on reconnaît, en tout cas, la géométrie syntaxique. Éventuellement, la syntagmation d'une façon plus générale, mais en tout cas la syntagmation syntaxique. Vous voyez, l'essence double nous permet de dire, quand on surdit le signe linguistique, ça comprend le phonème et ça comprend la syntaxe. Donc ça veut dire qu'il y a un signifiant et un signifié de ce côté-là aussi. Alors, le phonème qui habituellement n'a pour sens que d'être lui-même, quelquefois, par effet d'harmonisme ou autre onomatopée, va acquérir un sens du fait qu'il n'en est pas habituellement, mais là il devient un signe avec sens. Mais il est défini par Saussure comme signe sans sens. Donc là je suis en train de faire exactement le contraire de ce que j'annonçais, c'est-à-dire de résumer mon article. Alors je ne sais pas si je persévère. Oui, persévérons. Le deuxième passage de l'essence double concerne justement cette duplicité. C'est un passage qui a été cité et recité depuis la découverte de l'essence double. C'est apparemment celui qui a le plus excité les esprits. François tout à l'heure le signalait indirectement. C'est la définition équative de sémiologie. Là aussi, c'est entre parenthèses. Hein, la question que Saussure se pose en écrivant, c'est sur la distinction fondamentale en linguistique de savoir, écrit-il, si l'on considère un signe ou une figure vocale comme signe, ou si on considère un signe ou une figure vocale comme figure vocale. La façon même dont la question est posée ouvre à des abîmes de pensée que je referme aussitôt. Pour ouvrir la parenthèse qui se trouve après, si on considère un signe comme signe, et là c'est une définition équative, comme Saussure aime à le faire, hein, du genre significatif égal, synchronique, égal, grammatical, des choses dans ce genre.
Et là, c'est sémiologie. Donc la suite va nous dire qu'il est clairement question que sémiologie est synonyme de linguistique. C'est pas la sémiologie en général pour tous les systèmes de signes possibles, c'est la sémiologie du système de signes de la langue. Égale morphologie, grammaire, syntaxe, synonymie, rhétorique, stylistique, lexicologie, etc. Le etc. a son importance hein, dans cette liste, c'est pas exhaustif. Mais ce qui est encore le plus important, c'est ce que François avait signalé tout à l'heure, hein, que Saussure ajoute en soulignant le tout étant inséparable. Donc un principe d'inséparabilité entre des éléments d'analyse du langage qui visiblement sont rattachables à la langue, y compris dans sa typologie sémiotique qu'on vient de voir quelques pages plus tôt, hein, comme la morphologie, la grammaire, la syntaxe, même la synonymie qui est éventuellement mais en tout cas, et la lexicologie, mais en tout cas la rhétorique et la stylistique dans une tradition bimillénaire nous donne des exemples d'analyse qu'on aurait envie évidemment de rattacher pas à la langue mais à une linguistique de la parole. Il y a autre chose que du principe de compositionnalité et de non-contextualité dans la stylistique et la lexicologie. Donc, par cette définition équative et illustrée en termes d'histoire, c'est une espèce d'aperçu très rapide de 2000 ans d'histoire des sciences du langage, aboutissant à une théorie, à la théorie que Saussure veut faire, hein, qui est la théorie de ce qu'il appelle la science du langage. François parlait du pluriel actuel, les sciences, dans lequel moi je vois quasiment un meurtre symbolique encore plus fort que celui d'Austin. En 84, les assises de la linguistique se réunissent pour décider que l'association s'appellera Association des sciences du langage. Et donc c'est ça, ce serait trop polémique et trop long à argumenter. Mais mon sentiment est que la linguistique n'existe plus vraiment et se dilue dans un pluriel qui lui permet essentiellement, de chercher à qui le crime profite, de ne pas définir une épistémologie. S'il y a des sciences, c'est scientifique bien sûr, mais on ne dira pas comment, puisque ce sont des sciences multiples, alors que s'il y a une science, là la question de l'épistémologie est durement posée, et Dieu merci, en linguistique, on peut ne plus se la poser, et de fait on ne se la pose plus, sauf peut-être si on se met à relire l'essence double et les textes de Saussure, parce que Saussure, lui, n'a cessé de se poser la question. Il n'appelait pas ça épistémologie, le mot n'existait pas à son époque dans ce sens-là, ni du tout même. Mais tous ces titres possibles de ces brouillons, moi j'aime bien les appeler brouillons parce que pour les définir comme en laissant la question du genre ouvert et en étant tout à fait d'accord que la question du... Il y a aussi le genre inachevé. Mais du coup j'ai perdu mon fil. L'épistémologie, Saussure se pose dès le mémoire, la question de se montrer à lui-même ce qu'il fait, ensuite il va dire montrer au linguiste ce qu'il fait, mais il se pose la question de la scientificité de son travail. D'abord de son travail de comparatiste. Milner écrivait dans les années 70 que à tout prendre, mais lui c'était sa lecture du cours de linguistique générale. Le cours de linguistique générale n'était qu'une épistémologie de la grammaire comparée. C'était une de ses fulgurances milnériennes. Mais je pense qu'il avait capté que
sans une pratique de comparatiste, Saussure n'aurait pas pu penser ce genre de choses-là. Alors, dans les textes originaux, on trouve confirmation de cette intuition de Milner, qu'il y a effectivement une épistémologie de la grammaire comparée, que Saussure est peut-être le premier à faire. Parce qu'une science se pratique éventuellement sans que l'épistémologie en soit faite. Hein. L'épistémologie au sens strict vient a posteriori. Et donc c'est ce que Saussure fait avec la grammaire comparée. Mais il y a aussi évidemment une toute autre dimension de sa réflexion, qui est celle que le cours a mis en évidence. Parce que l'épistémologie de la grammaire comparée dans le cours n'est pas tellement mise en évidence. Je ne sais pas ce que Marie-Josée en pensera, mais elle nous en parlera cet après-midi peut-être. En tout cas, il y a cette dimension de ce que j'ai appelé épistémologie programmatique, puisque l'épistémologie, c'est la théorie d'une science. Pour qu'il y ait la théorie, il faut que la science existe. Or, il existe un cas particulier de réflexion sur les conditions de possibilité d'une science qui n'existe pas encore, ou qui n'existe pas encore tout à fait. Et Saussure nous dit très explicitement à de nombreux endroits que c'est bien ce qu'il est en train de penser aussi. Donc, pour moi, c'est la force de la pensée de Saussure que de poser sur une épistémologie une science existante qu'il analyse vraiment, dont il analyse les conditions de possibilité de façon tout à fait moderne. Il fait de l'épistémologie avant que le mot ne soit là, mais il l'a fait comme on ne ferait pas mieux un siècle après. Et j'ai regardé le fil. Donc là, j'étais sur l'épistémologie de la grammaire comparée qu'il fait. Et l'essentiel de ce qui, j'imagine, attise notre désir, fait la raison, sinon de notre présence ici, de notre lecture de Saussure, c'est bien qu'il y ait, qu'on puisse en attendre une théorie d'une science du langage. C'est une introduction à une science du langage, la réflexion de Saussure. Et donc, pour revenir à ces brouillons d'un opuscule au genre incertain, il y avait plusieurs enveloppes, plusieurs étiquettes sur les dossiers, parmi lesquelles figurait l'essence double de la double essence, avec 2, sans 2, essence double, double essence, et aussi celle que Amaker a choisie comme titre de son édition, Science du langage, au singulier. Et donc en fait, cet opuscule, c'était une réflexion sur la science du langage. Mais une grande partie des textes originaux le sont. Le cours de linguistique générale l'était. Et c'est ce qu'on a pu entendre par linguistique générale, qui est un espèce de sac éditeur, de fourre-tout éditorial. Hein. Je ne sais pas s'il y a réellement une discipline qui puisse... Là, je serais assez d'accord avec François. Je ne sais pas si on est d'accord, mais je pense aussi qu'il n'y a pas de discipline qui puisse s'appeler linguistique générale. Ça n'a pas de sens. Et que Saussure ne veut pas fonder une linguistique générale. Saussure veut fonder une linguistique, point. Alors, combien de temps reste-t-il? Parce que 7 minutes. Je vais tâcher d'être très bref pour laisser un petit peu... C'est 7 minutes avec les questions ou sans... Non, sans les questions. D'accord, merci. Alors, pour fonder cette linguistique, eh bien, il pense... Alors, là c'est un point sur lequel François Rastel et moi ne sommes peut-être
pas tout à fait d'accord au plan terminologique. Moi, je dis une épistémologie. Mais en tout cas, si on appelle ça une épistémologie, elle a quand même quelque chose d'un peu particulier, qui est ce que François signalait tout à l'heure, c'est la même idée qui va être prise sous des points de vue divers, ce livre en cercle, ce Unde Exoriar. Et ce Unde Exoriar est presque une question désespérée, il n'y a aucun point duquel partir, mais ne parlons pas d'axiome, de postulat, de thèse, mais en parlant de délimitation des Saussure, il prend le sens littéral d'aphorisme. Enfin, il tourne beaucoup autour de cette question de par où prendre la chose étant la théorie d'une science. Hein. C'est ça pour moi le point. Hein. La chose étant dans la synchronie d'aujourd'hui, précisément ce que l'institutionnalisation de la discipline, bien largement fondée sur Saussure, a fait ne plus exister. Je pensais récemment au conte d'Andersen, les vêtements neufs de l'empereur, traduit parfois la robe invisible de l'empereur. Il me semble que la linguistique, c'est un petit peu quelque chose comme ça, qu'on attend qu'un enfant dise il n'y en a plus, en laissant croire qu'il y en a encore, en tant que discipline qui serait fondée sur une épistémologie. Et en tout cas, Saussure en propose une, qui est apparue de façon suffisamment consistante, suffisamment forte à travers le cours pour avoir un effet heuristique puissant, y compris en sciences du langage, au cours du siècle dernier, autant en phonologie qu'en sémantique, mais toujours confiné bien sûr à cette linguistique de la langue en elle-même et pour elle-même, sur la base du principe de différentialité. Et donc, ma position de lecteur, hein, c'est que tout ce à quoi on a cru est certainement vrai, qu'il y a une science de la langue en elle-même et pour elle-même à faire sur la base du principe de différentialité. Par parenthèse, je doute que ceux qui font de la linguistique de la langue en elle-même pour elle-même le fassent toujours sur la base d'un réel principe de différentialité. Je m'étais amusé à faire une grammaire du morphème on sur la base d'un principe de différentialité pour des collègues qui travaillaient dans du texte, et on était arrivé sur 103 valeurs de on en langue, en appliquant un principe de différentialité systématique. Donc ça reste quelque chose d'un petit peu choquant de dire ça comme ça, et ça me paraît aller de pair avec le fait que le principe de différentialité n'est peut-être jamais tenu jusqu'au bout. C'est qu'on a toujours vraiment un retour du refoulé référentiel qui pousse. Donc mon intention initiale était de replacer ces deux postulats révolutionnaires que j'ai quand même tenu à vous lire, qui se trouvent dans l'essence double, à savoir que la langue n'est qu'un système de signes et qu'elle est du phonème à la syntaxe de façon homogène d'ailleurs, selon des principes homogènes. Ça, je n'ai pas le temps de le développer, selon une homéomorphie de compositionnalité notamment, et d'unité se composant en plexus de façon interne, et ensuite interne à un type, phonème, morphème, syntaxe, et intratypique et extratypique entre elles aussi. La deuxième révolution, la plus importante, c'est, alors ce serait ce que j'appelle, mais c'est presque facétieux,
l'essence double de la linguistique, mais je ne sais pas si vous pensez peut-être ça touche quelque chose qui n'est pas du tout, à savoir ce principe d'inséparabilité que vous avez entendu, lire, que vous avez entendu Saussure écrire et souligner, que ce qui est de l'ordre du stylistique et du rhétorique soit inséparable de ce qui est de l'ordre du système de signes. Alors pour que ce soit inséparable, là il faut absolument trouver un système de pensée qui permet de penser l'inséparable. Et donc il faut penser avec Saussure, tâcher d'aller plus loin. Et il me semble que c'est donné chez Saussure du côté de la le principe de l'inséparabilité langue-parole est donné, alors bien là comme postulat, mais il est donné dans ce qui peut être au plan de la définition d'objet dans la linguistique de la langue, et que c'est le principe de sémioticité avec sa définition majeure qui est le principe de différentialité, et que c'est donc si c'est analysable inséparablement, ça veut dire que des choses de l'ordre de la parole doivent être analysées comme des signes et sur la base d'un principe différentiel. Alors que des entités de la parole puissent être analysées comme des signes, c'est-à-dire qu'on puisse faire la peau au concept de contexte et d'extralinguistique pour ramener à l'intérieur de l'analyse une entité d'objet qui devient non plus extérieure mais définitoire de l'objet analysé, c'est au fond le projet de Schleiermacher qui a été ensuite désigné beaucoup plus tard par la notion de cercle herméneutique, où on a une détermination du local par le global et aussi du global par le local. Et donc, si on dit le langage, c'est, au plan de la langue, des phonèmes et des plexus de phonèmes, faisant des morphèmes et des plexus de morphèmes, faisant des positions syntaxiques et des plexus de positions syntaxiques. Ça, c'est l'analyse par signe de langue. Et, au plan de la parole, un signe global. C'est-à-dire au plan d'une séquence de langage analysée. La globalité de cette séquence, quelle qu'elle soit, que ce soit une holophrase zut ou 6000 pages de la recherche du temps perdu, on peut toujours trouver des modes d'analyse qui vont s'appliquer au global. Le global de zut, par exemple, ça va pouvoir être soit l'expression du mécontentement, soit l'expression de l'agressivité, ce ne sera pas le même zut. Le global de la recherche du temps perdu, ça pourra être un roman, ou ça pourra être, si on veut créer un texte artefactuel pour comparer le roman, être une autobiographie. Donc c'est un petit peu comme des sèmes, mais s'attachant au global. La notion de genre est très, très parlante, parce que le genre, c'est bien un global qui est là du début à la fin d'un texte, ou même d'un passage d'un texte, qui n'existe que par opposition à un autre. Le premier genre apparaît quand il y en a deux, autrement il n'y a pas de genre. Donc on pressent que le principe de différentialité peut être vraiment la clé de l'analyse. Genre, c'est juste pour prendre un exemple et donner quelque chose qui évoque un long cours théorique historique, hein, mais la pensée de Saussure, comme ce qu'il vise, c'est de faire une science exacte, d'après les critères de scientificité, d'un objet d'esprit. C'est une science naturelle
d'un objet d'esprit et culturel. Ouais, ça devrait le faire. Mais j'avais perdu mon fil avant que vous disiez ça, donc surtout qu'ils ne prémédisent pas. J'ai des problèmes post-anesthésiques qui font que la mémoire tampon ne marche pas. Oui, donc penser... Le genre, c'est intéressant. Enfin, pour moi, ma lecture de Saussure s'est ouverte à partir d'un séminaire que François donnait à la salle des actes à la Sorbonne, où j'étais avec Denis Thouard, et où vous avez parlé de genre pour la première fois, et ça a eu un effet, je me suis senti comme un moine japonais avec le Satori. Quelque chose s'est passé, et maintenant je comprends, après pas mal d'années de réflexion, que c'est qu'il est possible de construire ce genre, mais aussi abstraitement beaucoup d'autres choses, comme du signe global, toujours présent dans tout énoncé, auquel il est possible d'assigner une description différentielle. Et une fois qu'on a fait ça, la linguistique devient l'écriture de lois de corrélation entre le global et le local. Alors, comme ce sont des variables à chaque niveau, une nécessité est requise, c'est la nécessité d'un invariant. Qu'est-ce que peut être l'invariant? Il faut trouver un invariant. Là, je suis en train de développer. Là, c'est plus Saussure. C'est ce qui, à mon avis, demande à être pensé à partir de cette double idée-là, de la pensémioticité de la langue et de la pensémioticité du langage. Et de l'idée qu'on veut faire une linguistique qui est la science exacte d'un fait d'esprit. Eh bien, ce qui me semble pouvoir permettre de le faire, c'est de rester dans le principe de différentialité de A à Z et de faire l'analyse avec l'idée, donc de régler son compte à la question de la référence définitivement, mais ça Saussure le fait sans cesse. Hein. On n'analysera que des différences, donc avec des plus et des moins, au niveau du global, au niveau du local, mais on n'analysera que des différences aussi au niveau de la séquence de langage. Et alors ça arrive à quelque chose qui paraît farfelu, mais qui, plus je le travaille, plus ça tient la route pour moi, c'est que finalement, donc c'est sur la base d'un postulat que j'appellerais, pour paraphraser Quine, l'inscrutabilité du sens, pas l'inscrutabilité de la référence, mais l'inscrutabilité du sens. C'est-à-dire que une linguistique purement différentielle est possible si on abandonne définitivement l'idée qu'on va analyser quoi que ce soit du sens en lui-même, même au niveau du global, même au niveau du local, et qu'on ne va analyser que des différences, comme Saussure ne cesse de nous demander. Et que donc, de l'énoncé lui-même, on ne va analyser que la différence que cet énoncé pourrait avoir avec son homonyme. Et d'ailleurs, quand François commence à développer sa sémantique interprétative, il prend Salut de Mallarmé, où ce diabolique Stéphane avait attrapé un poème de circonstance écrit, porté en toast à un banquet de poètes, l'avait mis en première place de son recueil Poésie, en changeant un seul mot, le mot de salut publié dans la feuille de chou, la plume de la Société de poètes, avait pour titre Toast. Il avait pour titre son genre. Donc ça, évidemment, hop, il l'a enlevé et il a mis salut à la place, avec un petit clin d'œil de plus, parce qu'à un moment, une ivresse belle m'engage de porter debout ce salut. Il emploie salut pour toast. Donc c'est quand même un toast, mais c'est plus un toast. Il embrouille tout le monde et un poème s'écrit tout seul, qui est un poème d'un autre genre, qui est un poème lyrique, sur lequel on va pouvoir voir des instantiations, des lois de corrélation entre global et local par foison. On
parlait tout à l'heure de Milner et d'un autre poème de Mallarmé, le Vierge de l'hiver, c'est le bel aujourd'hui. Va-t-il nous déchirer avec un coup des livres ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Mais qu'est-ce que Milner fait? Il prend Benveniste, il dit histoire, discours. C'est le signe qui parle. Mallarmé a oublié les guillemets. Le vierge de l'hiver, c'est le bel aujourd'hui, a-t-il nous déchiré, c'est un signe qui parle. À ce moment-là, le second quatrain qui dit un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir, etc. C'est le signe qui a parlé. Et donc, on avait deux textes homonymes, l'un et l'autre. Et puis, si on voulait d'autres exemples, on prendrait 1500 ans d'exégèse biblique, où depuis les pères de l'Église, depuis l'école... Alors tout ça, ça part d'Alexandrie, ça part de l'interprétation amérique aussi, ça part de l'interprétation allégorique des textes, où chez Homère, on va lire une physique, bien avant les pères de l'Église. Mais ensuite, au niveau des pères de l'Église, on va lire donc tous les textes sacrés, je pense ce qui s'appelle sens littéral, tropologique, etc., anagogique, plusieurs sens. Donc, à chaque fois qu'il y a réellement un intérêt finalement à analyser le sens, on peut trouver peut-être de l'homénymie. Alors, j'ai sûrement dépassé mes 2 minutes. Je conçois que ma fin est aussi abrupte en termes de forme qu'elle est en termes de contenu. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour quelques questions ou commentaires avant le suivant. Est-ce qu'il y a On pourrait peut-être demander à Simon de me dire ce que vous voulez insinuer son titre triple articulation. Simplement un mot sur la triple articulation. Oui, alors triple articulation, c'était que Martina nous dit qu'elle est double à propos de la langue. Et en fait, le but dans la vie d'un phonème, c'est de devenir un morphème. Une fois qu'il est devenu morphème, il va s'agglomérer avec d'autres phonèmes. Ensuite, le but dans la vie d'un morphème, c'est de s'agglomérer avec d'autres phonèmes pour devenir une position syntaxique. Et donc, et puis ces positions vont s'agglomérer entre elles. Selon tout ça, si je ne craignais pas de l'urticaire à François Racine, je dirais que c'est le principe merge, la fusion des phonèmes, des morphèmes. On a cette homéomorphie, non pas à 2 niveaux, mais à 3. Alors on pourrait dire, oui, mais en quoi la syntagmation des phonèmes n'est pas la même chose que la syntagmation de la syntaxe. Et là, il y a un argument qui est que la syntagmation des phonèmes n'est pas générative, qu'il n'y a pas de néologie dans la synchronie de la langue. La néologie, c'est quand quelque chose de nouveau arrive après. Alors, et donc, si on pense phonème, morphème, syntaxe, on se dit que la langue est non pas doublement articulée, ce que Martin disait à propos du langage d'ailleurs, mais triplement articulée. Et en fait, le langage, il l'est quadruplement. Parce que tout ça forme toujours... Si on pense ensuite signe global, tout ça forme aussi un signe global. Il naît de triple articulation qui me soit articulée dans une quatrième, qui est la globale. Et ça, c'était pas une réponse à ta question, c'était un bonus. Pour la triple articulation, c'était sur la langue. Maintenant, une petite question subsidiaire. Est-ce que le terme de syntagmation se trouve chez Saussure? Non, il n'y est pas, mais quand j'ai dit syntagmation, c'était un petit clin d'œil à la syntagmation d'Aristote à Benveniste, un exposé que tu as fait à Cerisy. C'était un petit clin d'œil. Il ne s'y trouve pas. Mais je pensais effectivement, je pensais à toi. Oui. François, vous vouliez parler? Je ne sais pas si... Je vous en prie. Oui, deux remarques, questions. La première sur précisément la question de la triple articulation et du fait qu'à ces 3 niveaux que tu dégages, on a du signe, enfin, c'est ce passage dans le sens doux que tu repères,
et que tu mets en valeur, et c'est effectivement ce qui manquait dans le cours de linguistique générale, c'est une typologie des unités sémiotiques. Et là, il y a une amorce, c'est très bref chez Saussure, hein, c'est une phrase, une parenthèse même, et je trouve que tu la relèves, tu la développes de manière que je trouve très convaincante, et qui, moi, m'aide beaucoup pour arriver à penser certaines antinomies que j'avais par rapport au concept de signe. Et en particulier, ce truc absolument génial que, effectivement, le phonème est un signe, qu'on peut avoir des signes sans signification. C'est-à-dire des signes qui sont des opérateurs, ou en tout cas, dont le plan du signifié ne se rapporte pas simplement à un inventaire de scènes. Et de ce point de vue, et par parenthèse, ce que dit Benveniste dans l'article de 64, c'est tout le contraire de ce que vous dites. Benveniste dit qu'il n'y a d'unité linguistique que double, et le phonème est une unité double aussi, simplement, elle est intégrante du morphème. Et en ce sens, elle est double. Et de ce point de vue, ce Benveniste 64 est très saussurien. Beaucoup plus que celui de 68 et 69, où il va faire sa double signifiance, entre d'un côté le sémiotique et de l'autre le sémantique, où le sémantique va s'indexer sur le référent, sur l'intenté, sur etc., sur l'énonciation. Le Benveniste 64, sur ces niveaux d'intégration, j'en parlerai cet après-midi, ce niveau d'intégration, de constituance, est tellement saussurien qu'il dit des choses qu'on ne lit pas dans le cours de linguistique générale, mais qu'on relit dans les sens doubles. Par exemple, Benveniste dit peu importe au fond le sens d'une unité. Ce qui est important, c'est qu'elle soit reconnue comme une unité sémiotique. Et Saussure le dit, il écrit dans les sens doubles. Il dit au fond, ce qui est important pour l'unité, c'est qu'elle soit déterminée, c'est-à-dire délimitée et reconnue. Son sens peut être très difficilement assignable, et au fond, c'est les 103 valeurs du long que tu as. Ça, c'est la première remarque. La seconde, et c'est une question... Tout de suite, je voudrais te remercier sur ce que tu me fais prendre conscience de ma réaction un petit peu trop benvenistienne primaire. Et je suis complètement d'accord avec ce que Régis dit là, et que le benveniste peut être aussi extrêmement... profondément saussurien. J'avais plus nature du signe linguistique en tête. Pour un saussurien, l'article 64... lu après ton article qui reprend cette triparticulation, c'est absolument lumineux. Oui, et ça va contre le benvenisme, on en parlera peut-être plus tard. Ma seconde question, ma première question, parce que c'était une remarque, on a commencé quand c'était une remarque, et là j'ai plus de difficultés par rapport à ta linguistique de la parole intégralement différentielle, parce que dans ta triparticulation, au fond, on dégage des unités qui sont les phonèmes, les plexus de phonèmes, les morphèmes, les plexus morphématiques qu'on peut appeler des lexies, et puis les syntaxies et la fusion. Au fond, toute unité qui effectivement se rapporte assez facilement à une approche différentielle. Différence de position, différence géométrique, différence, etc. Ça, c'est à peu près connu. Et tu prends ensuite, à un niveau global, le genre, dont tu dis que ça, on peut le traiter également comme un signe, et qu'on va avoir, alors par exemple, quand on analyse d'un petit quatrain, enfin de deux vers d'un disciple de bonne foi, tu dis soit c'est la poésie, soit c'est conversation entre un couple d'agriculteurs qui rentrent et il y a la neige. Et donc, à ce niveau-là, tu peux encore faire jouer le principe différentiel. Principe différentiel sur le plan générique, et principe différentiel au niveau de ta triparticulation, et tu corrèles. Le problème que moi j'ai quand je décris des textes, donc je fais une linguistique de la parole sur les textes, en particulier des textes littéraires, c'est que j'ai affaire à un grand nombre d'unités qui sont effectivement des unités sémiotiques, ou en tout cas qui ont une sémioticité dans la mesure où elles sont doubles. Il y a quelque chose qui ressemble à un signifiant à un signifié, mais elles ne font pas système. Et là, c'est tout ce qui est la question des configurations, ce que Adam appelle les séquences, qui peuvent être discontinues, ce qu'on peut appeler l'isotopie. On a un grand nombre de grandeurs. Est-ce qu'elles sont sémiotiques ou pas? Au fond, elles relèvent certainement d'une sémioticité qui est autre, mais dès lors qu'elle n'est pas systématisable, elle est très difficilement appréhendable en termes différentiels. Et ce qui me pose problème actuellement, c'est ce gap, en quelque sorte, entre la triparticulation qui plafonne au niveau de la fusion des syntaxies, et qui doit faire un grand écart pour atteindre le niveau des genres, qui est le niveau le plus élevé, du global, comme en particulier le global et le local, mais entre les deux, toutes les problématiques configurationnelles, isotopiques et autres, qui sont des problèmes de sémantique des textes classiques,
me paraissent beaucoup plus difficilement pouvoir être ramenés à une différentialité intégrale. Et du coup, ma question, est-ce que tu penses que c'est traitable comme ça c'est un programme? Est-ce que tu penses que tout peut être traité? Par exemple, très bêtement, on a une isotopies. Ce qu'on appelle une isotopie, c'est la récurrence d'un même élément de sens sur le... D'accord, fondamentalement, c'est discontinu. Dans son mode de manifestation, ça intervient comme ça. Est-ce qu'on peut avoir des signes discontinus au palier textuel? Je le pensais à une époque, aujourd'hui, j'en suis plus convaincu du tout. Je ne vois pas comment faire jouer un principe différentiel sur des grandeurs comme l'isotopies. Bref, je me demande si on peut être intégralement différentialiste. Mais dans l'exemple que je prenais, qui était l'analyse de François Astier de Salut, c'était bien une isotopie qui était prise comme différence. Banquet, navigation. Donc, ce que je répondrai à ta question que j'en sais rien, mais que le principe différentiel au niveau du global peut inspirer des analyses. Et dans le cas... je pense qu'on va revenir à ces questions vers la fin de la journée. Oui, parce que maintenant on a dépassé un peu le temps. Et François a peut-être quelque chose à dire d'ailleurs. Oui, a fortiori, puisque l'exposé de Régis va certainement introduire des nouveautés dans la discussion, dans le dossier. Donc je vous remercie.